Bonjour Monsieur Vernochet, nous reprenons après une semaine nos entretiens au sujet de la politique en général. Merci de nous recevoir. Merci à vous, cher Jacques, merci à toutes et à tous. Et je pense qu'il vous tarabuste, c'est la question hollandaise. On a vécu, il y a maintenant un peu plus d'une semaine, un événement absolument considérable. Le patron de la France a abandonné son bateau au milieu... Voilà. Et c'est pas seulement au milieu du gué, c'est le bateau est en perdition, il coule et le capitaine, en abandonnant les passagers d'ailleurs, part parce qu'il a un rendez-vous mondain à Abu Dhabi, il va voir les pétromonarques là-bas et voir ce que deviennent les œuvres du Louvre prêtées, c'est-à-dire que c'est notre patrimoine, ne le reverra-t-on jamais, ça c'est une autre paire de manches. Donc monsieur accomplit ce pourquoi il est né et ce pourquoi il a fait carrière au Parti Socialiste, c'est-à-dire festoyer, baffrer, échanger des risettes, draguer le cas échéant. C'est un homme heureux. Et au fond, il a réussi ce qu'il voulait, ses ambitions ont été comblées. Pouvait-il jamais espérer être président de la République? Non. Donc maintenant que les choses s'effilochent, eh bien, sur les instances un peu poussées dehors par son ami Valls, qui a dû le mettre au pied du mur, eh bien, tourner Kazakh, maintenant il se met en roue libre en quelque sorte. Je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Alors Monsieur Valls, qui est toujours aussi un peu halluciné, il me fait penser à un Malraux jeune, vous savez, il a des petites lumières étranges dans les yeux, a pris la place, hein, il est devenu calife à la place du calife, mais en abandonnant lui aussi Matignon, à 5 mois de cette échéance cruciale, fondamentale, ajoutant de la cacophonie à la cacophonie, je parle de la cacophonie de la gauche, puisque tout le monde est candidat. Alors je ne sais pas ce qu'il va faire de mieux, parce que au vu des sondages, il n'était guère plus haut que son patron. Bon, alors maintenant, peut-être croit-il en sa bonne étoile, l'avenir nous le dira. J'en tirerai deux conclusions. Un, que nous sommes en fait véritablement face à un vide du pouvoir. Vous êtes un ami, vous êtes un frère. Il n'y a plus de pouvoir en France. On a mis M. Cazeneuve à sa tête, ce qui est extraordinaire, en soulignant ses immenses mérites. Mais ses immenses mérites, c'est d'avoir laissé faire le Bataclan, sur lequel il subsiste d'énormes zones d'ombre. Le 14 juillet à Nice, on avait détourné la compagnie de CRS ou les forces qui auraient dû assurer la sécurité de la promenade des Anglais pour les transporter, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'audition des responsables nationaux de la police par une commission parlementaire. On le trouve sur la toile. Donc on avait déporté ces forces de police qui auraient dû assurer la sécurité ce soir-là, à Avignon, où M. Hollande, justement, recevait quelques-uns de ces grands artistes qui ont signé une liste collective, Madame Deneuve en tête. Madame Deneuve qui, paraît-il, a des amours gorillesques dans un de ses derniers films. À son âge, la pauvre, on fait ce que l'on peut. Voilà. Et on a les gigolos que l'on mérite peut-être aussi. Donc, Madame Deneuve en tête qui ont signé cette pétition en faveur de M. Hollande, mais là, ça fait flop. Ça fait long feu, c'est-à-dire que la mèche s'est éteinte et ça n'aboutit à rien, si ce n'est au départ de ce malheureux Monsieur Hollande. Enfin, malheureux, il est beaucoup moins que nous, en attendant. Mais ce prévalant de ce Monsieur Hollande, je noterai qu'il s'était prévalu de ses grandes réussites sociétales. Le mariage pour toutes est effectivement une conquête fabuleuse pour l'humanité. On fait l'enfer est bien connu, c'est bien connu et pavé d'excellents et des meilleurs bons sentiments. Et puis regrettant la seule chose qu'il regrette, ce n'est pas la moustache de Leonarda, mais d'avoir eu la saugrenue idée qu'on puisse
déchoir de nationalité des gens qui ont de toute façon de facto renoncé à la nationalité française, mais qui, le cas échéant, reviennent ici parce que la soupe y est bonne et que la vache à lait de l'État, ses subventions, ses allocations sont encore plus merveilleuses. Ces gens qui ont fait allégeance à l'État islamique, qui donc eux-mêmes ont tranché le lien qui pouvait les relier à ce pays. Donc ça, c'était la faute qu'il se reconnaît, mea culpa, c'est pas d'avoir 6 millions de chômeurs, d'avoir au fond ravagé ce pays, de l'avoir démoralisé. Non, tout cela n'est pas grave. Donc aujourd'hui, je note une énorme vacance du pouvoir qui saura combler ce vide. Et la deuxième chose, dernière et courte démonstration éblouissante que nous sommes conduits par des élites, des sous-élites, ce que d'aucuns appelleraient la cacocratie, c'est du grec, le régime des moins bons, des pires, des plus mauvais. Et je crois que quand on fait toute sa carrière dans un parti, c'est la docilité, c'est un peu comme dans l'ancienne Union soviétique, il s'agit d'être dans la ligne. On ne vous demande pas de penser, on ne vous demande pas d'avoir une originalité quelconque, mais d'être dans la ligne. Et ce sont les hommes, aussi bien à gauche, à droite, qui aujourd'hui nous dirigent, et dirigent nos destins par la même occasion. Alors ce qui est tout de même un petit peu surprenant, c'est que ce soit ce monsieur Cazeneuve, contre qui toute la police, donc tous ses employés finalement se lèvent et manifestent tous les soirs, toutes les nuits, ce soit non, on n'en parle plus, vous notez. Oui, il y a longtemps qu'on n'en parle plus. Mais c'est celui-là qu'on a choisi pour les plus hautes fonctions, ça vous surprend pas un petit peu ? Mais tout est surprenant, puisqu'on marche sur la tête, puisque la politique est une politique avertie. Il n'y a plus que les questions sociétales, c'est le corps, les non-discriminations, l'égalité, la lutte. Mais on n'a jamais eu autant d'inégalités ou autant de fossés sociales qui se creusent successivement. À commencer par l'école, qui est le premier budget de France, 10 fois supérieur. Je ne connais pas le chiffre, mais infiniment supérieur à celui de la Défense nationale, où on fabrique, qui n'est plus qu'une fabrique d'analphabètes, où on apprend le vivre ensemble, on apprend la non-discrimination sexuelle. C'est du formatage. Et de formatage, on peut passer au mot fourmi. On fabrique des fourmis. Et je le vois et je le constate dans l'immense conformisme qui imprègne aujourd'hui la population française, pas dans sa totalité, mais qui malgré tout, la presse, le matraquage quotidien marque les esprits, que ce soit M. Poutine qui est un monstre et un dictateur, extraordinaire, si tous les dictateurs étaient comme lui, et le seul danger, unique danger, c'est pas le chômage, c'est pas la mondialisation, c'est pas la guerre, c'est le Front National et Madame Le Pen. Il n'y a pas d'autre danger. Ultime ennemi, le président Assad qui vient de libérer Alep d'égorgeurs, mais des égorgeurs qui avaient droit à toute notre compassion et commisération, puisque ces égorgeurs qui tenaient la population civile en otage étaient finalement les victimes du très méchant Poutine. Donc il y a Assad, et puis il y a Trump maintenant aussi, qui est le monstre parmi les monstres. Ce qui m'impressionne, c'est la capacité des populations à gober ce genre de... c'est plus que des bobards, ce genre de crack. Donc une capacité à se laisser influencer, c'est peut-être ça le plus inquiétant. Venons-en tout de même aux choses sérieuses. Bon, personne, je pense, de sensé ne peut penser que ni Valls ni un socialiste pourra arriver au pouvoir l'année prochaine. Ça va se jouer manifestement entre M. Fillon et Mme Le Pen. Alors M. Fillon, on a fait son portrait la semaine dernière. Mme Le Pen, là, elle s'est lancée dans une dédiabolisation, mais alors qui arrive à son sommet, puisque maintenant elle est pratiquement en train de défendre les lois sociétales de la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à votre précédente question, nous allons arriver à cela.
à cet aspect des choses. Pourquoi M. Cazeneuve? Effectivement, c'est un camouflet, c'est un crachat au visage de ces policiers, dont beaucoup perdent la vie, beaucoup sont blessés. Ce sont des centaines de blessés par an qui travaillent dans des conditions souvent déplorables, peut-être pas toujours, mais souvent, qui ne sont pas très bien payés. C'est un camouflet et un crachat au visage de toute la population française, sauf peut-être le peuple de gauche, si tant est que ça signifie quelque chose, puisque le Parti socialiste se réduirait à 40 000 membres. Et quand on voit les membres, on disait que c'était des vieux blancs de plus de 50 ans qui avaient élu Trump aux États-Unis, ce qui est tout à fait faux. Et là, quand on voit l'Assemblée, alors on voit une Assemblée assez bigarrée, mais avec des dames déjà d'âge très mûr. Donc c'est peut-être ça, l'électorat. Les dames d'âge très mûr sont peut-être le nouveau célibataire. En tout cas, on nous fait croire que c'est une espèce en voie de disparition et une minorité martyrisée et persécutée. Je ne le crois pas. Mesdames, de toute façon, vous avez beaucoup de répondants pour pouvoir vous défendre. Alors, la ligne politique de Madame Le Pen, mais oui, il y a cette dérive. Et vous savez bien que c'est une loi dans la vie. Quand on fait mal, on a tendance à faire de plus en plus mal, parce que on dit, mais si ça n'a pas marché, poussons encore dans le même sens. Il est très difficile de faire machine arrière. J'ai lu récemment un très joli livre de Maeterlinck, Maurice Maeterlinck, les termites, et qui est une réflexion sur l'intelligence animale et humaine. Et il nous dit, ces malheureux insectes, on se moque d'eux en disant qu'ils sont vraiment très bêtes, que ce sont des mécaniques, parce que ils filent tout droit et on leur met un sucre sur leur parcours, mais ils ne le voient pas. Parce qu'on ne voit que ce que l'on saurait voir, que ce que l'on a appris à voir, que ce que l'on connaît déjà. Là, on change leur parcours. Mais croyons-nous que les bipèdes soient au final plus malins que ces insectes? Ce n'est pas sûr. Et là, le formatage idéologique, mais qui marche génération après génération, puisqu'on va fêter dans quelques mois le 100e anniversaire de la révolution bolchevique, qui a été l'une des choses les plus atroces de notre histoire. Mois après mois, année après année, décade après décade, nous continuons à croire que le socialisme est un beau rêve qui pourrait se réaliser, que tous les hommes demain matin deviendraient frères et sœurs, et qu'il n'y aurait plus de patrons, et que tout le monde serait égaux. Le socialisme, quand on regarde comment les choses sont passées, et je m'arrête ici, on a eu de cesse de très rapidement remettre de la hiérarchie dans les salaires, de remettre des camarades contre-maîtres, des camarades patrons, qui étaient beaucoup mieux payés, de réintroduire des doses de plus en plus fortes d'initiatives privées, d'autonomie. Donc on a réinventé le système. Monsieur Lénine n'a été qu'un tsar parmi d'autres, mais un tsar qui n'était pas chrétien, qui n'était pas catholique, et qui a fait beaucoup plus de morts à son échelle que l'on avait fait, Ivan le Terrible, à la sienne et à son époque. Alors, venons-en à la vision internationale dont on parle alors vraiment très très peu. Donc ce séisme en Italie, on l'a passé sous la table maintenant, sous la carpette. Tout de même 59 ou 60% des Italiens ont voté contre leur chef de gouvernement. Oui, Matteo Renzi. Ça vous surprend pas? Alors, il y a un prospectiviste un peu rigolo, enfin ça doit être des équipes, Bloomberg, vous connaissez, ce sont ces gens qui font dans la haute finance la spéculation et qui avaient prédit apparemment et le Brexit et l'élection de Trump avant même que Trump ne soit candidat, ne soit promu ou désigné par les républicains eux-mêmes, par la primaire des républicains. Aujourd'hui, il prévoit l'arrivée de Madame Le Pen au pouvoir et un Frexit en 2017, référendum, et nous sortirions tranquillement, sagement, nous tournerions le dos à Bruxelles. Alors, les choses vont-elles se réaliser, mais je note bien que les médias dimanche soir tambourinaient sur l'échec du candidat populiste en Autriche et pas un mot sur l'Italie. Lundi matin, même chose, c'est au courant de la journée, on a commencé à dire timidement, alors qu'on savait, et que les conséquences pour l'Europe, pour nous, sont beaucoup plus importantes, puisque l'Italie, depuis longtemps, songe à quitter l'euro.
la zone euro et l'euro. Et si elle le fait ou le faisait, eh bien c'est toute l'Europe qui serait dynamitée. Et donc je pense que l'inquiétude doit être très grande, mais elle est aussi formidablement cachée en vertu de ses qualités de résilience que je reconnais, que je souligne dans les élites européistes, dans cette bureaucratie céleste et soviétique, dans la forme et dans l'esprit. Ces gens ont un immense savoir-faire et ont une capacité à se taire, à dissimuler, qui est proprement admirable, mais ils sont aidés en cela par le cinquième pouvoir qui est la classe médiatique. Oui. Et alors, comment ça va se passer en Italie, à votre avis? Est-ce qu'on va aller vers un gouvernement Bloomberg nous annonce des scores fabuleux pour le mouvement 5 étoiles et BP Grillo. Oui. Pourquoi pas? Ce ne sont pas les pires. Apparemment, c'est une mairesse 5 étoiles qui est à la tête de Rome. Elle n'a pas l'air de faire plus mal que Madame Hidalgo, mais peut-être un peu moins. Elle fait moins de dépenses déjà. Elle fait moins de dépenses. Madame Hidalgo, je ne peux pas m'empêcher de le rappeler, qui est en train de paralyser toute la région Île-de-France, avec ses voies sur berge qui sont fermées déjà. Oui. Et sa circulation alternée. Et sa circulation alternée. Oui, qui est un non-sens, c'est un mot anglais, un non-sens absolu, mais Madame Hidalgo a quand même une homologue et l'équivalent, c'est la mairesse, ou plutôt les groupes verts et sociaux-démocrates, la social-démocratie étant un parti né en Allemagne, mais c'était le parti de Lénine, ne jamais l'oublier, qui a décidé que c'était de la discrimination sexuelle, sexiste, que de nettoyer les autoroutes et les voies, les grandes voies d'abord, de la neige, s'entend, et qu'il fallait nettoyer les trottoirs pour que les femmes puissent passer avec leurs poussettes. Alors, c'est ce qui a été fait. Total, les périphériques de Stockholm ont été totalement inaccessibles, et tout s'est effondré, les écoles ont fermé, puisque plus personne n'arrivait aux écoles, ni les maîtres, ni les enfants. Enfin, les ordures n'étaient plus vidées, mais l'idéologie avait triomphé une fois de plus, cette idéologie qui n'est pas pavée de bonnes intentions, mais qui nous dirige en tout cas droit vers l'enfer. Oui. Pour terminer un peu ce rapide tour d'horizon, la bonne nouvelle de ce matin, c'est la libération totale d'Alep. Qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Alors, c'est une catastrophe pour tous les grands démocrates, de chez nous, de là-bas et d'ailleurs. C'est une catastrophe absolue. Le gouvernement légitime est en train de reprendre la maîtrise de son territoire, qui n'est pas totale. Les combats se poursuivent à 20, 30, 40 et même parfois 500 mètres de Damas. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est affreux, puisque Assad est l'homme à abattre. Le nouvel allié de Moscou, M. Erdogan, le Turc, a bien dit qu'il n'avait pas d'autre objectif. C'est pas Daesh, c'est pas l'État islamique, c'est Bachar el-Assad et le régime de Damas. Alors c'est un régime laïque, mais nous en tant que chrétiens, de toute façon on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit du côté des chrétiens, même si les chrétiens étaient dans un mauvais camp. J'entendais ce matin quelqu'un qui affolé nous disait mais oui, mais la moitié de la population, si ce n'est les 2 tiers, surtout les hommes, sont dans les prisons d'El-Assad. Comme nous le disait tout à l'heure sœur Mariam, pourquoi à ce moment-là les civils d'Alep Est se réfugient-ils à Alep Ouest? On se le demande. Damas est une grande ville moderne qui vit avec des jeunes gens qui boivent du thé et fument le narguilé autant qu'ils le peuvent. C'est pas du tout la maison d'enfermement que l'on nous décrit complaisamment dans la presse. Mais je crois que la presse est incurable chez nous. Elle devrait lire mon livre, ça leur ferait peut-être du bien de voir que, encore une fois, mais ça nous conduit à une réflexion aussi profonde, si l'on pouvait, que celle de Maurice Maeterlinck à propos des termites, de comprendre pourquoi l'opinion est-elle à ce point prisonnière de ces menteurs professionnels. Ça, c'est un immense mystère. Pourquoi est-elle aussi perméable à tous ces médias mensonges, à tous ces bobards,
Bon, cela nous échappe. Peut-être parce que dans leur inconscient, les foules n'aiment pas les régimes présentés comme autoritaires. L'ordre. Au fond, le laxisme, c'est tellement plus plaisant, surtout quand Dieu n'est pas là pour vous rappeler à l'ordre, puisque, comme le disait si bien Dostoïevski dans les Frères Karamazov, si Dieu n'existe pas, tout est permis, et la société d'aujourd'hui offre cet énorme sucre d'orge, cette énorme carotte qui s'appelle la permissivité. Mais c'est pas vrai du tout, parce que regardez Fidel Castro, regardez Cuba. Maintenant, après 50 ans de régime sévère, oui, on les encense. Alors, ben, je vous l'ai dit, on n'a jamais cessé. Le méchant dans l'histoire bolchevique, c'était Staline, c'était pas Lénine. Oui. Bon, alors que Staline, justement pour sa politique nationale bolchevique, à partir des années 30, a commencé à réouvrir les églises, à reconstituer la famille. En 1935, il interdisait l'avortement. C'était fini, les avortoirs étaient fermés définitivement. Il avait même fait, il faut pas le dire, une loi sur l'homosexualité. Mais Castro était un homme de gauche, donc un homme qui promettait des lendemains qui chantent, le paradis sur terre. Il fallait quand même pas dire un mot plus haut que l'autre. On risquait pour les jeunes gens l'île de la juventud, l'île de la jeunesse. On avait coupé de la canne à sucre par 40 degrés au soleil, et simplement parce qu'on portait les cheveux longs comme les Beatles. Pas pire que ça, j'ai rencontré des témoins, je les ai rencontrés. J'avais publié un reportage dans le journal La Vie à l'époque, qui était encore catholique avant de tomber dans l'escarcelle du monde. Ben oui, mais Castro était un bon dictateur, il faut comprendre. Il y a des méchants dictateurs et des bons dictateurs, de même qu'il y a des bonnes dictatures et d'autres qui sont détestables. Oui, Castro et Assad, oui, on a un peu de mal à voir qui l'un n'est pas frère musulman, c'est Assad. On le fait pencher un peu du côté du chiisme. Enfin, c'est plutôt une religion un peu dissidente qui prend à la fois du chiisme et du christianisme. Il y a les chrétiens qui sont dus, alors on n'ose pas trop, comme ils sont quand même un peu victimes et un peu beaucoup persécutés, on n'ose pas les désigner comme de trop grands complices. Mais en sous-main, on dit que la dictature, c'est les alaouites chrétiens. Les chrétiens alaouites. Ça se dit pas trop ouvertement, parce que ça ferait... Mais comme l'a bien expliqué sœur Mariam, on s'est préoccupé des chrétiens de Mossoul une fois que le mal a été fait. Hein, il fallait commencer à se préoccuper de leur sort en 1991, après la première guerre du Golfe, quand ils n'ont pas été martyrisés par ce très très méchant dictateur qui était Saddam Hussein, mais quand ils ont commencé à fuir petit à petit, poussés d'ailleurs au nord par les Turcs, qui détruisaient dans leur lutte contre les Kurdes, détruisaient les villages chrétiens considérés comme stratégiques. Mais qui aujourd'hui en parle, qui évoque ces épisodes historiques et pourtant marquants? Alors, un dernier mot, puisque vous me parliez de Cuba, quand même, Madame Ségolène Royal a fait fort, et j'espère que là, elle a ouvert son bec une fois de trop, en disant, mais quels prisonniers politiques, donnez-moi des noms. On pense qu'il y en a encore une petite quinzaine de milliers, je ne les ai pas comptés, mais enfin, dire qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques à Cuba, c'est un peu fort de café. Et Dieu sait que le café cubain est extraordinairement bon. Voilà, merci Madame Ségolène Royal et sa bravitude. Elle peut maintenant retourner sur la muraille de Chine et la parcourir en joguant. Merci Jean-Michel. À bientôt, à très bientôt. À bientôt.